Et si je vous disais que la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos tomates aujourd'hui, c'est de les caresser doucement? Oui, vous avez bien entendu. Et si je vous disais ensuite que cette magnifique serre que vous avez construite à grands frais est peut-être la raison exacte pour laquelle vos récoltes sont catastrophiques? Bienvenue dans un épisode où nous allons bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre jardin. Nous allons parler de ces tomates qui ont besoin d'affection, de ces serres qui n'ont aucun sens, de ces myrtilles têtues qui refusent de donner des fruits, et du mystère des pulvérisations pour vos vignes, pommiers et pêchers. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez vos plantes d'une manière totalement différente. Vous allez découvrir des vérités contre-intuitives qui vont sauver vos prochaines saisons. D'ailleurs, pensez-vous qu'il faut absolument protéger toutes ces plantes sous verre pour réussir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le débat risque d'être passionnant. Pour bien comprendre pourquoi nous faisons tant d'erreurs au jardin, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis des décennies, on nous vend l'image du jardinier parfait qui contrôle tout. On nous a appris que pour avoir de beaux légumes, il fallait les isoler de la nature, les mettre sous des cloches de verre et utiliser des produits chimiques à la moindre petite tache sur une feuille. C'est l'héritage de l'agriculture industrielle appliquée à nos petits potagers. Mais la botanique moderne et l'observation de la nature nous montrent une toute autre réalité. Les plantes ne sont pas des objets inertes. Elles communiquent, elles réagissent au stress physique, elles ont besoin du vent, des insectes et de micro-organismes très spécifiques pour s'épanouir. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ces vieilles croyances. Nous allons reprendre les bases de la biologie végétale pour comprendre ce que vos tomates, vos myrtilles et vos arbres fruitiers attendent vraiment de vous. Préparez-vous à oublier les vieux manuels de jardinage. Commençons par le concept le plus étrange de notre liste. Avez-vous déjà pensé à caresser vos plantes? Cela semble fou, pourtant c'est une technique redoutablement efficace. Il y a un grand mythe dans le monde du jardinage. Beaucoup de gens pensent qu'une plante a seulement besoin d'eau et de soleil pour grandir. C'est totalement faux. Les plantes sont des êtres vivants qui réagissent à leur environnement physique. Imaginez un instant une tomate qui pousse dans un laboratoire stérile. Elle n'a aucun contact avec le monde extérieur. Elle sera faible et fragile. Dans la nature, les plantes subissent le vent, la pluie et le passage des animaux. Ce stress physique est en fait vital pour elles. C'est ici qu'intervient l'idée de caresser vos tomates. En passant doucement vos mains sur le feuillage, vous simulez ce stress naturel. Vous réveillez la plante. Une excellente illustration de cela est l'effet du vent sur un arbre isolé. Un arbre exposé au vent développe un tronc beaucoup plus épais et solide qu'un arbre protégé au milieu d'une forêt. Pour vos tomates, vos mains remplacent ce vent fort. C'est une action simple, mais incroyablement bénéfique pour la structure de la plante. Mais pourquoi ce toucher est-il si magique? Il existe un phénomène scientifique fascinant appelé la thigmomorphogenèse. C'est un mot compliqué pour une chose très simple. C'est la réponse de la plante à une stimulation mécanique. Quand vous caressez le sommet de vos jeunes plants de tomates, la plante perçoit une perturbation. Elle réagit immédiatement. Au lieu de grandir très vite et de devenir toute fine et cassante, elle décide d'utiliser son énergie pour s'épaissir. Elle devient plus trapue. Elle renforce ses parois cellulaires. Imaginez un haltérophile qui soulève des poids tous les jours. Ses muscles se déchirent légèrement pour se reconstruire plus fort. C'est exactement ce qui se passe avec les fibres de votre tige de tomate quand vous la touchez. On brise le mythe de la plante fragile qu'il ne faut surtout pas effleurer. Au contraire. Une belle image pour comprendre cela est celle d'un enfant qu'on empêche de courir dehors pour ne pas qu'il tombe. Il n'apprendra jamais l'équilibre. Touchez vos tomates. Elles deviendront des athlètes robustes, prêtes à porter des kilos de fruits. Il y a une autre raison fondamentale de secouer un peu vos plants.
Parlons de la pollinisation. C'est le cœur du problème pour avoir une grosse récolte. Le mythe très répandu est de croire que les abeilles font tout le travail pour toutes les plantes. Mais les tomates sont un peu spéciales. Leurs fleurs sont dites parfaites. Elles contiennent à la fois la partie mâle et la partie femelle. Le pollen est caché à l'intérieur, bien enfermé. Il a besoin d'être secoué pour tomber sur le pistil. Une abeille classique ne suffit souvent pas. Imaginez un pot de sel dont les trous sont un peu bouchés. Si vous le retournez simplement, rien ne tombe. Il faut tapoter dessus pour que le sel sorte. C'est pareil pour la fleur de tomate. Les bourdons sont doués pour cela car ils font vibrer leurs muscles à une fréquence précise. Mais si vous n'avez pas de bourdons, c'est à vous de jouer. En caressant vigoureusement ou en tapotant les tuteurs de vos tomates chaque matin, vous libérez ce pollen. Vous devenez le bourdon géant de votre jardin. Alors, comment mettre cela en pratique sans abîmer vos précieuses plantations? C'est très facile. Prenez l'habitude de le faire tous les jours. Le meilleur moment est en fin de matinée, quand la rosée a séché et que le pollen est bien volatile. Il ne s'agit pas d'arracher les feuilles, passez simplement vos mains sur le dessus des jeunes plants. Plus tard dans la saison, quand ils sont grands, attrapez la tige principale ou le tuteur. Secouez doucement pendant 2 ou 3 secondes. Une bonne illustration de cette routine serait de l'intégrer à votre pause café. Vous vous promenez dans votre potager avec votre tasse à la main. Vous tapotez doucement chaque piquet en passant. C'est un petit geste qui prend 2 minutes. Mais ce geste détruit l'idée reçue qu'il faut laisser la nature faire les choses toute seule dans son coin. En intervenant de cette façon douce, vous pouvez facilement multiplier le nombre de tomates sur une seule grappe. C'est une technique de professionnel accessible à tous. Passons maintenant à un sujet qui fâche, la fameuse serre. L'idée selon laquelle une serre est toujours la solution miracle est un énorme mensonge. Beaucoup de jardiniers débutants pensent que s'ils achètent une serre en plastique ou en verre, tous leurs problèmes disparaîtront. Ils imaginent que c'est un bouclier parfait. La réalité est souvent bien plus cruelle. Une serre mal gérée n'est pas un paradis pour les plantes. C'est un four mortel. Imaginez que vous êtes coincé dans une voiture garée en plein soleil au mois d'août avec les vitres fermées. Vous allez étouffer en quelques minutes. C'est exactement ce que vivent vos plants de tomates si la serre n'est pas ouverte massivement. Dès que la température dépasse les 32 degrés, un phénomène terrible se produit. Le pollen de la fleur de tomate devient stérile. Il cuit littéralement. Vous aurez de magnifiques fleurs jaunes, mais elles sécheront et tomberont sans jamais donner un seul fruit. Votre investissement coûteux se transforme en destructeur de récolte. La serre crée un autre problème majeur que l'on ignore souvent. Elle bloque le vent. Nous venons de voir à quel point la stimulation mécanique est importante pour renforcer les tiges et faire tomber le pollen. Dans une serre fermée, l'air est totalement stagnant. C'est le calme plat. Fini le mythe de l'environnement contrôlé idéal. Sans vent, les plantes s'étiolent. Elles poussent très haut pour chercher la lumière, mais leurs tiges restent minces comme des crayons. De plus, aucun insecte pollinisateur, aucun bourdon courageux ne viendra visiter vos fleurs s'il ne peut pas entrer. Pour illustrer ce drame, imaginez une forteresse imprenable. Vous avez construit des murs si hauts pour vous protéger des ennemis que même vos amis ne peuvent plus venir vous rendre visite. Une serre mal ventilée est une prison pour vos légumes. Si vous n'ouvrez pas les 2 extrémités en grand tous les jours pour créer un véritable courant d'air, votre serre n'a absolument aucun sens. Elle fait plus de mal que de bien. Le 3e fléau de la serre inutile, c'est la gestion de l'humidité. C'est ici que les maladies prolifèrent. On pense souvent à tort que mettre les tomates à l'abri de la pluie suffit à éviter les champignons. C'est oublier un détail crucial: la transpiration des plantes et l'évaporation du sol. Dans un espace clos,
Cette eau se transforme en condensation. La nuit, la température baisse. L'humidité se dépose sur les feuilles sous forme de gouttelettes. C'est un désastre. Une bonne analogie serait d'essayer de faire sécher votre linge humide dans une cave sombre et sans fenêtre. Au lieu de sécher, votre linge va moisir. Dans une serre humide, le mildiou et le botrytis s'installent en un éclair. Le feuillage devient noir, les tiges pourrissent. En pensant protéger vos plants de la pluie extérieure, vous avez créé un climat tropical humide parfait pour les pires maladies du potager. C'est pourquoi, dans de nombreuses régions chaudes, cultiver en plein air donne de bien meilleurs résultats qu'une serre fermée. Il faut donc repenser notre utilisation de cet outil. La serre n'est pas une maison permanente pour l'été. Elle est utile au printemps pour démarrer les semis au chaud. Elle est fantastique en automne pour prolonger la saison de quelques semaines. Mais en plein cœur de l'été, la serre devient souvent votre pire ennemi. Le mythe de la protection totale doit tomber. Si vous avez une serre, transformez-la en simple toit. Enlevez les parois latérales en juillet et en août. Ne gardez que la couverture supérieure pour éviter que la pluie ne tombe directement sur les feuilles. Imaginez un grand parapluie ouvert au milieu de votre jardin. L'air circule librement de tous les côtés, les insectes entrent, le vent souffle, mais l'eau du ciel ne touche pas le feuillage. C'est la configuration parfaite. Si votre serre ne permet pas d'ouvrir largement les côtés, alors oui, votre serre n'a aucun sens pour la culture estivale des tomates. Changeons de sujet et abordons le grand drame des petits fruits, la borovka, ou la myrtille en français. Vous avez acheté de magnifiques arbustes. Vous les avez plantés avec amour. Ils font des feuilles vertes, mais au moment de la récolte, c'est la catastrophe. Quelques pauvres baies rachitiques. Pourquoi vos myrtilles fructifient-elles si faiblement? Le premier grand mythe est de croire que la myrtille est un arbuste comme les autres. On pense qu'il suffit de creuser un trou, de mettre du bon terreau universel et d'attendre. C'est une erreur fatale. La myrtille est une plante extrêmement exigeante. Elle déteste la terre classique de nos jardins. Pour vous donner une idée claire, c'est comme essayer de faire rouler une voiture à essence en remplissant son réservoir avec du diesel. Le moteur va s'étouffer. La myrtille a besoin d'un carburant très spécifique pour créer ses fruits. Si elle n'a pas ce qu'elle demande, elle survivra peut-être. Mais elle refusera de produire des baies sucrées en abondance. Le secret numéro 1, c'est l'acidité du sol. C'est non négociable. Le mythe qui détruit vos récoltes est de penser qu'un sol riche en compost suffit. Non. La myrtille exige un sol dont le pH est compris entre 4 et 5. C'est un environnement très acide. La plupart de nos jardins ont un sol neutre ou calcaire. Dans un sol neutre, la myrtille est incapable d'absorber le fer et les nutriments. Elle meurt de faim alors qu'elle est entourée de nourriture. Imaginez que vous êtes devant un grand banquet délicieux, mais que vous avez la mâchoire bloquée. Vous ne pouvez rien avaler. C'est ce que vit votre arbuste. Pour régler cela, il faut remplacer la terre du trou de plantation par de la véritable terre de bruyère mélangée à des écorces de pin broyées. Les aiguilles de pin décomposées sont vos meilleurs amis. Sans cette acidité extrême, vous n'aurez jamais de grosses récoltes de myrtilles. C'est une certitude absolue de la botanique. L'erreur suivante concerne l'arrosage. Et c'est une erreur que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. Vous avez fait l'effort de créer un sol bien acide. Vos arbustes sont beaux. Puis l'été arrive, et vous sortez votre tuyau d'arrosage branché sur l'eau du robinet. Le mythe veut que l'eau soit juste de l'eau. Mais l'eau de ville est souvent calcaire. En arrosant vos myrtilles avec cette eau, vous détruisez jour après jour l'acidité du sol que vous avez mis tant de mal à créer. Vous empoisonnez littéralement votre plante à petit feu. Une excellente illustration de ce problème est de verser lentement un verre de lait dans une tasse de thé noir. La couleur change irrémédiablement.
Chaque goutte d'eau calcaire modifie le pH de votre sol. La solution obligatoire est d'utiliser exclusivement de l'eau de pluie pour l'arrosage des myrtillers. Récupérez cette eau précieuse, car c'est la seule qui respectera l'environnement acide de vos plantes et garantira une fructification abondante. Un autre point fondamental pour la myrtille est son système racinaire. C'est un sujet très mal compris. Le mythe consiste à croire que comme c'est un buisson assez robuste, ses racines s'enfoncent profondément dans le sol pour chercher la fraîcheur. C'est complètement faux. Les myrtillers ont des racines très superficielles. Elles poussent juste sous la surface de la terre. Elles sont fines comme des cheveux. Elles sont extrêmement sensibles à la sécheresse et aux coups de chaud. Imaginez une fine éponge posée sur une table en plein soleil. Elle devient sèche et dure en un rien de temps. Si le soleil tape directement sur la terre de vos myrtilles, les racines cuisent et la plante abandonne la production de fruits pour essayer de survivre. La solution miracle est le paillage massif. Il faut déposer une couche épaisse de 10 cm d'écorce de pin ou de feuilles d'âne morte autour du pied. Ce manteau protecteur gardera les racines au frais et conservera l'humidité indispensable à la formation de grosses baies juteuses. Parlons ensuite de la taille du myrtillier. C'est là que la peur paralyse les jardiniers. Le mythe répandu est le suivant. Plus j'ai de branches, plus j'aurai de fleurs, et donc plus j'aurai de fruits. C'est logique en apparence, mais c'est faux dans la pratique. Si vous ne taillez jamais votre myrtillier, il va se transformer en un buisson très dense. Les branches vont s'entrecroiser, la lumière ne pénétrera plus au centre de la plante. Or, le soleil est l'ingrédient principal pour faire grossir et mûrir les fruits. Imaginez une salle de concert tellement pleine que les gens ne peuvent plus bouger ni respirer. C'est la panique. Un arbuste non taillé étouffe. Il produira peut-être beaucoup de baies, mais elles seront minuscules, dures et acides. Il faut avoir le courage de couper. Il faut supprimer les branches très vieilles et le bois mort au centre pour laisser entrer l'air et la lumière. Un arbuste bien aéré concentrera son énergie sur quelques branches jeunes, vous offrant des fruits 2 fois plus gros. Il reste un dernier secret, souvent ignoré, concernant la faible production des myrtilles. C'est une question de sociabilité. Le mythe est de croire qu'un seul beau myrtillier suffit pour régaler toute la famille. Bien que certaines variétés soient autofertiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se polliniser toutes seules, le résultat est souvent décevant. La myrtille adore la compagnie. Elle a besoin d'une pollinisation croisée pour donner le meilleur d'elle-même. Imaginez une personne formidable, mais qui joue seule au tennis contre un mur. C'est vite ennuyeux. Si vous lui donnez un vrai partenaire, le jeu devient passionnant. Il faut absolument planter au moins 2 ou 3 variétés différentes de myrtilles, l'une à côté de l'autre. Le pollen d'une variété va féconder les fleurs d'une autre variété grâce au travail des insectes. Ce simple mélange augmente drastiquement la taille des fruits et la quantité de la récolte globale. Ne laissez jamais une myrtille seule dans votre jardin. Abordons la dernière grande partie de notre vidéo. La pulvérisation et les traitements de vos arbres fruitiers et de vos vignes. Le mot pulvérisation fait peur. Le grand mythe moderne est de croire que tout traitement est chimique et mauvais, et qu'il faut laisser la nature faire à 100%. Malheureusement, nos pommiers, pêchers et vignes sélectionnés pour produire de gros fruits doux sont très fragiles face aux maladies locales. Ne rien faire, c'est souvent accepter de perdre toute sa récolte. C'est comme refuser de prendre une vitamine naturelle en hiver et s'étonner de tomber gravement malade. Il ne s'agit pas d'inonder votre verger de poisons chimiques, il s'agit d'utiliser des traitements ciblés, souvent utilisables en agriculture biologique, comme le cuivre, le soufre ou des purins de plantes. Mais le secret absolu pour réussir, ce n'est pas tant le produit que vous utilisez, c'est le moment précis où vous l'appliquez. Le timing est tout. Prenons le cas terrifiant de la cloque du pêcher.
C'est ce champignon infernal qui déforme complètement les jeunes feuilles au printemps. Elles deviennent boursouflées, rouges, et finissent par tomber. L'erreur classique est de voir ces feuilles moches en avril ou en mai et de se précipiter pour pulvériser un traitement à ce moment-là. Le mythe est de croire qu'on peut guérir la feuille malade. C'est complètement faux. Le champignon est déjà à l'intérieur de la plante. Pulvériser en mai, c'est comme ouvrir son parapluie alors qu'on est déjà trempé jusqu'aux os. Cela ne sert strictement à rien. Le traitement, souvent à base de bouillie bordelaise, doit être fait en prévention absolue. Il faut pulvériser à la fin de l'hiver, juste au moment où les bourgeons commencent à gonfler, mais avant qu'ils ne s'ouvrent. C'est là que les spores du champignon se réveillent sur l'écorce. Si vous ratez cette fenêtre de quelques jours, le combat est perdu pour toute l'année. C'est la même logique impitoyable pour les pommiers et la maladie de la tavelure. La tavelure provoque ces taches noires et rugueuses sur la peau des pommes. Le fruit se crevasse. Beaucoup de jardiniers abandonnent l'idée d'avoir de belles pommes à cause de cela. Le mythe est de croire que c'est une fatalité liée à la météo de l'année. En réalité, c'est une question d'anticipation. Imaginez un adolescent qui refuse de se laver le visage et se plaint d'avoir des boutons. Il faut une hygiène préventive. Pour le pommier, le moment critique se situe au printemps, lors de l'ouverture des bourgeons à fleurs, particulièrement si le temps est pluvieux et doux. C'est à ce moment précis qu'un traitement au soufre ou des purins de prêle viendront bloquer le développement du champignon. Si vous attendez de voir les taches noires sur les petites pommes brutes en été, il est beaucoup trop tard. La maladie a déjà fait son nid et a ruiné la qualité de votre récolte. Et que dire de la vigne ? C'est peut-être la plante qui demande le plus de vigilance. L'ennemi numéro 1 est le mildiou. Il transforme vos belles grappes de raisin en momies grisâtres et dures. Le mythe tenace chez les amateurs est de croire qu'un seul traitement par an, au hasard, suffira à protéger la vigne. C'est une illusion totale. La vigne pousse très vite. Les nouvelles feuilles qui apparaissent chaque semaine ne sont pas protégées par la pulvérisation que vous avez faite il y a 15 jours. Imaginez que vous mettez de la crème solaire un matin et que vous pensez être protégé pour toute la semaine de vacances. Vous allez brûler. La lutte contre le mildiou est une guerre d'usure. Il faut pulvériser avant chaque période de forte pluie annoncée au printemps et au début de l'été. La pluie est le véhicule du champignon. En pulvérisant avant la pluie, vous créez une barrière protectrice sur les feuilles. C'est un travail d'observation du ciel. Un autre point crucial concernant les pulvérisations, c'est la technique d'application. Le mythe, ou la paresse, pousse souvent à pulvériser rapidement par le dessus. On voit que les feuilles brillent un peu sur le dessus et on se dit que c'est bon. Erreur monumentale. La grande majorité des attaques de champignons, ainsi que les pucerons, commencent par le dessous des feuilles. C'est là que se trouvent les stomates, les pores par lesquels la plante respire. C'est l'endroit le plus vulnérable. Une bonne image pour comprendre cette erreur est de laver votre voiture en passant simplement un coup d'éponge sur le capot, tout en laissant les côtés et le bas de caisse couverts de boue. Le travail n'est pas fait. Quand vous traitez vos arbres fruitiers ou vos tomates, vous devez diriger le jet de votre pulvérisateur du bas vers le haut. Il faut absolument couvrir l'envers du feuillage. C'est la garantie d'une protection efficace. Enfin, terminons par les conditions météorologiques lors de la pulvérisation. Il existe un mythe dangereux consistant à traiter son jardin le dimanche après-midi, en plein soleil, parce que c'est le moment où l'on a du temps libre. Ne faites jamais cela. Pulvériser un produit, même naturel, sur des feuilles exposées au soleil tapant, va créer un effet loupe avec les gouttes d'eau. Vous allez littéralement brûler le feuillage de vos plantes. C'est comme appliquer de l'huile sur votre peau en plein soleil de midi. De plus, il ne faut jamais pulvériser s'il y a du vent. Le produit va s'envoler, atterrir sur des plantes qui n'en ont pas besoin,
ou pire, vous revenir dans le visage. La règle d'or est loi stricte. Les traitements se font tôt le matin à la fraîche ou tard le soir lorsque le soleil se couche et que le vent tombe. C'est le seul moyen de soigner votre verger en toute sécurité et avec un maximum d'efficacité. Voilà, la vérité est enfin rétablie. Nous avons traversé pas mal de bouleversements aujourd'hui. Imaginez le regard de vos voisins quand ils vous verront secouer et caresser tendrement vos plants de tomates chaque matin. Et quelle surprise pour eux de découvrir que vous avez volontairement démonté les côtés de votre serre en plein été. Le choc sera encore plus grand quand vous récolterez des seaux entiers de grosses myrtilles savoureuses, tout simplement parce que vous avez respecté le besoin vital d'acidité extrême de cette plante étonnante. Enfin, vous savez maintenant que le secret pour avoir de belles pommes, des pêches saines et du raisin magnifique ne réside pas dans des produits de miracle, mais dans la précision chirurgicale du moment de votre pulvérisation. En appliquant ces conseils contre-intuitifs, vos récoltes de cette année n'auront rien à voir avec les précédentes. Vous allez travailler avec la nature et non contre elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert des astuces qui vous ont surpris, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime », cela nous aide énormément. Et maintenant, dites-nous dans les commentaires, quelle est la plus grosse erreur que vous faisiez jusqu'à présent? Avez-vous déjà tué vos tomates à cause de la chaleur dans votre serre? J'ai hâte de lire vos histoires.